Les stades généraux de l'évolution historique des sociétés humaines peuvent être décrits comme archaïques, magiques, mythiques et mentales. Chacune de ces structures de conscience s'est manifestée dans les 4 cadrans, en influençant à la fois la perception individuelle, les interactions sociales, les systèmes culturels, et les structures matérielles. Chaque stade possédait son propre mode d'agence, affirmation de soi, et de communion, relation au collectif, et a été partiellement transcendé et inclus dans l'émergence d'une nouvelle structure de conscience plus complexe. Le stade archaïque manifesté dans les 4 cadrans. Agence et communion à ce stade, et transcendance vers le stade suivant. À ce stade précoce dit archaïque, il y a 6 à 7 millions d'années, la conscience est fusionnelle avec l'environnement. L'individu ne se perçoit pas encore comme un moi distinct. Son expérience est dominée par l'immédiateté sensorielle et une perception indifférenciée du monde. Il vit dans un état d'immersion totale dans la nature et la tribu, sans notion de subjectivité séparée. Les capacités cérébrales sont reptiliennes, la pensée repose donc sur l'instinct et l'apprentissage sensorimoteur, sans symbolisation ni abstraction. La conscience du temps est limitée au présent immédiat, et la mort est perçue comme un événement naturel, sans signification spirituelle complexe. Le comportement des premiers humains est principalement régi par leurs besoins physiologiques et leurs réflexes de survie. Il s'agit donc de comportements instinctifs liés à la faim, pêche, chasse et cueillette, la soif, le sommeil, le confort thermique et les pulsions reproductrices. La communication repose sur des gestes et des vocalisations rudimentaires, permettant une coordination minimale lors de la chasse et des interactions sociales. Le système nerveux, bien que similaire à celui des primates avancés, commence à développer des connexions favorisant l'apprentissage adaptatif et la coopération. La locomotion bipède, la fabrication d'outils primitifs, et l'exploration du territoire, sont les activités centrales de ce stade. Les groupes humains fonctionnent selon une logique tribale de survie. L'identité individuelle est indistincte de celle du groupe, et aucune hiérarchie complexe n'est encore formée. La transmission des comportements s'effectue par imitation directe, sans langage symbolique élaboré. Il n'existe pas encore de croyances formalisées, mais un sentiment instinctif d'interconnexion avec l'environnement guide les premières formes de rituels et de gestuels collectifs associés à la chasse et à la nourriture, comme des signaux de coordination, des gestes de partage, ou des comportements répétitifs autour du gibier. L'organisation sociale repose sur de petits groupes nomades, dont le mode de production économique est de type chasse-cueillette. Les rôles sociaux sont très rudimentaires, et probablement fondés sur les différences biologiques de force et d'endurance. Il n'existe pas de structure politique formelle, ni de propriété fixe, la survie impose un mode de vie adaptatif, où le groupe suit les ressources alimentaires disponibles. Dans cette étape archaïque, l'agence, capacité d'individuation et d'autonomie, est extrêmement faible. L'individu ne se perçoit pas comme un être séparé, mais comme une extension de son groupe et de son environnement. À l'opposé, la communion, fusion avec l'ensemble, est très prédominante, l'harmonie avec la nature et la tribu est vitale pour la survie. Toute émergence d'une individualité trop forte mettrait en danger l'organisation tribale et la coopération nécessaire à la survie. Avec le temps, des défis environnementaux et sociaux nécessitent des formes plus complexes d'organisation et de cognition. L'apparition du langage articulé, des premiers récits symboliques, et d'une conscience plus structurée, amorce la transition vers le stade magique. Un des changements fondamentaux est la familiarisation de l'homme, c'est-à-dire l'émergence d'un rôle paternel, qui marque une évolution sociale majeure par rapport aux primates, où seule la mère assurait le lien familial. Le stade magique manifesté dans les 4 cadrans. Agence et communion à ce stade, puis transcendance vers le stade suivant, et inclusion du stade précédent. À ce stade magique, la pensée humaine est dite préopératoire, elle fonctionne avec des images et des symboles, mais sans appliquer de règles logiques complexes ni effectuer de raisonnement structuré. L'individu vit dans un monde où la distinction entre subjectif et objectif reste floue. La noosphère est encore en phase d'émergence et reste indifférenciée de la biosphère. L'esprit et le corps ne sont pas clairement différenciés,
ce qui donne lieu à une vision animiste de la réalité. Les objets, les éléments naturels et les phénomènes physiques sont perçus comme dotés d'une intention et d'une volonté propre. La causalité est interprétée de manière magique, les intentions mentales sont supposées influencer directement le monde extérieur. La gestuelle et les expressions symboliques prennent une place centrale dans la communication, allant au-delà des simples vocalisations du stade archaïque, pour prendre la forme d'un langage articulé. L'apprentissage repose sur l'imitation, et la transmission des expériences s'exprime sous la forme de récits. L'organisation des activités quotidiennes, notamment la chasse et la cueillette, commence à intégrer des pratiques rituelles, censées garantir le succès et la protection contre les dangers extérieurs. La culture se complexifie avec l'essor de structures sociales basées sur la parenté. La morale est encore intuitive, et repose sur un système de récompenses et de punitions immédiates. L'univers mental collectif est imprégné de croyances animistes. La nature est perçue comme peuplée d'esprits et de forces invisibles qu'il faut honorer ou apaiser. La transmission du savoir se fait par le biais de récits qui donnent un sens aux phénomènes naturels, et structurent les pratiques sociales. Avec la familiarisation de l'homme, et l'émergence de structures sociales plus complexes, les petits groupes du stade archaïque se transforment en tribus élargies, où l'autorité repose sur les liens familiaux et la filiation. Les sociétés restent nomades ou semi-nomades, mais des formes de sédentarisation commencent à apparaître. Le mode de production économique est de type horticole. Le développement du langage symbolique facilite la coordination des activités collectives, et permet d'instituer des rites communautaires, destinés à renforcer l'identité du groupe. À ce stade, le holo humain oscille entre une forte communion avec la nature et le groupe, et une émergence progressive d'une agence individuelle. D'un côté, l'individu se perçoit encore comme faisant partie intégrante d'un tout animé et interconnecté, où il n'existe pas de séparation nette entre soi et l'environnement. D'un autre côté, la montée de la pensée symbolique permet de développer des stratégies personnelles pour influencer le monde extérieur, notamment à travers les pratiques magiques et les rites propitiatoires. Le stade magique atteint ses limites lorsque les groupes humains grandissent et entrent en contact avec d'autres communautés. La structuration sociale basée uniquement sur la filiation devient insuffisante pour gérer des groupes de plus en plus vastes et hétérogènes. Son dépassement passe par une évolution du droit, qui était jusque-là préconventionnel. L'autorité ne repose plus sur la parenté, mais sur un pouvoir politique incarné par un dirigeant, et structuré autour d'une justice impartiale. Désormais, la justice ne consiste plus en une simple médiation entre parties, mais dans la sanction d'une violation des règles par un coupable désigné, marquant ainsi le passage au droit conventionnel. Dans cette transformation, la magie laisse progressivement place à la mythologie comme structuration symbolique du monde. Là où la pensée magique voyait une action directe entre l'intention et les faits, la pensée mythique introduit des récits qui font intervenir des figures divines intermédiaires, marquant ainsi le passage à un nouvel ordre culturel et social plus stable. Même si la société évolue vers des organisations plus vastes et hiérarchisées, elle inclut les liens familiaux et les rituels communautaires qui restent essentiels. Le stade mythique manifesté dans les 4 cadrans. Agence et communion à ce stade, puis transcendance vers le stade suivant et inclusion du stade précédent. Au stade mythique, la pensée est marquée par la cognition opératoire concrète, fondée sur des règles établies et des structures visibles, plutôt que sur des concepts abstraits. Les mythes sont interprétés de manière littérale et empirique. Par exemple, l'épisode où Moïse divise les eaux de la mer Rouge est perçu comme un fait historique, une réalité tangible, et non comme un symbole ou une métaphore. À ce stade, l'individu croit fermement à la vérité des mythes et des récits fondateurs, sans chercher à les remettre en question, ou à les interpréter autrement que selon leur sens immédiat. Son monde intérieur est profondément influencé par les mythes et symboles collectifs du groupe, et sa conscience personnelle reste dominée par des récits partagés, où les figures d'autorité, les esprits, et les divinités, servent de source d'identité et de légitimité. Ainsi,
Le sens de soi de l'individu est directement lié à sa place dans le collectif, à sa fidélité au groupe, et à l'adhésion à la morale conventionnelle qui en découle. L'individu s'identifie à l'ordre social et aux valeurs traditionnelles, dont il dépend pour se définir et se sentir légitime. Au niveau comportemental, les individus agissent principalement selon les règles et normes dictées par la société et les autorités. La conscience mythologique guide les actions, qui ne sont pas encore influencées par une pensée rationnelle abstraite. Le respect des traditions et des rituels est essentiel pour préserver l'harmonie sociale, et les comportements sont souvent dictés par des obligations sociales et des interdits spirituels. Le lien entre l'individu et le collectif se manifeste par une obéissance à des pratiques symboliques et sacrées. Les croyances partagées, les mythes et les symboles dominent la culture collective de l'époque. C'est l'apparition de la morale, des religions monothéistes et des philosophies. L'autorité du groupe repose sur une légitimité transcendante, souvent reliée à des forces invisibles. Cette vision collective est essentielle pour la survie et la cohésion du groupe, et elle sert de guide pour l'action sociale et morale. Le mythe devient un mécanisme puissant de régulation sociale et de maintien de l'ordre. À travers ces récits, les peuples adoptent une perception commune du monde, intégrant les lois divines et les principes cosmiques dans leur manière de voir la réalité. Dans le monde extérieur, les grandes civilisations et empires se construisent autour de mythes fondateurs et de récits collectifs. C'est l'apparition des villes, de l'architecture et de l'écriture. La structure de ces sociétés est de type pyramidal, hiérarchique et bureaucratique. Chacun est à la place où il doit être. Le mode de production économique est de type agraire. Les structures politiques et sociales reposent sur des croyances mythologiques, où l'autorité divine ou cosmique justifie les rapports de pouvoir et la légitimité des dirigeants. Ces structures sont ancrées dans un réseau de relations et de rites, et les individus sont intégrés dans des institutions qui reflètent et perpétuent les croyances mythologiques. Le holon humain au stade mythique se situe dans un équilibre complexe entre agence et communion. L'agence est subordonnée à la communion du groupe. L'individu est conçu comme une partie d'un tout, et son autonomie personnelle est étroitement liée à sa capacité à remplir son rôle au sein du groupe. L'identité individuelle se fond dans la cohésion sociale, et la volonté personnelle est souvent perçue comme subordonnée à l'harmonie du collectif. L'individu s'efface donc au profit du groupe, mais trouve en retour une sécurité dans le respect des traditions et des rituels communs. Progressivement, la pensée évolue vers la rationalité, correspondant à la cognition opératoire formelle. Ce qui signifie simplement, la capacité non seulement de penser, mais aussi de penser à propos de la pensée, et donc d'agir sur la pensée. Comme vous pouvez désormais réfléchir à vos propres pensées et schémas de comportement, vous allez maintenant chercher à justifier vos pensées et vos actions, en vous basant non seulement sur ce qu'on vous a enseigné, ou sur ce que vous dit votre société, c'est-à-dire le mode réglementé, conformiste, conventionnel, ou sociocentrique de la précédente cognition opératoire concrète, mais plutôt sur un examen des raisons et des preuves réelles relatives à ces croyances. La rationalité, dans ce sens, signifie que vous cherchez des raisons raisonnables pour vos croyances. Avec cette confrontation entre le mythe et la raison récemment émergée, les structures mythologiques traditionnelles ont d'abord été rationalisées. En d'autres termes, les anciens mythes ont été étayés par des motifs rationnels. Ceci entraînera l'émergence des grandes religions rationnelles et des philosophies. Cette transcendance du stade mythique ouvre la voie à une nouvelle forme de compréhension du monde. Une pensée fondée sur des principes post-conventionnels, et une rationalité croissante, qui prépare l'individu à se distancier des mythes, pour embrasser des systèmes de pensée plus abstraits et formels. Cela marque la transition vers le stade mental, où la pensée devient capable de se réfléchir sur elle-même, d'examiner les bases de ses croyances, et de questionner les structures qui étaient auparavant perçues comme immuables. L'inclusion, au stade mythique, consiste à conserver un socle de règles et d'institutions qui assurent la stabilité et l'expression de l'ordre social, tout en permettant l'émergence d'une pensée plus rationnelle.
Cela implique de maintenir l'obéissance consentie à l'autorité, mais avec une approche plus réfléchie, où cette obéissance repose sur une reconnaissance des bénéfices collectifs, plutôt que sur une soumission aveugle. Les structures et normes traditionnelles sont préservées pour assurer la cohésion sociale, tout en ouvrant la voie à une conscience plus autonome et rationnelle. Le stade mental manifesté dans les 4 cadrans. Agence et communion à ce stade, puis transcendance vers le stade suivant et inclusion du stade précédent. Au stade mental, l'individu fait un basculement cognitif majeur, il commence à s'auto-observer, en développant la capacité à réfléchir sur ses propres pensées, croyances et actions. Cette rationalité égoïque se déploie à travers une conscience plus introspective et une pensée réflexive. L'individu devient ainsi un sujet libre, capable de se définir par son ego, et non plus seulement par son rôle social. L'individu acquiert la capacité à sortir des mythes collectifs, et à penser de manière abstraite, en s'autorisant à se comprendre et se transformer. Le sens de soi devient alors plus individualisé, détaché des récits collectifs qui dominaient les stades précédents. L'individu développe une identité subjective centrée sur son propre ego, mais qui n'est pas encore totalement déliée des influences sociales et culturelles. Au niveau comportemental, l'individu agit dans le monde extérieur avec une vision systémique et rationnelle. Il intervient de manière réfléchie en fonction de principes logiques et universels. L'individu s'implique donc dans l'exploration, la découverte, la remise en question des limites, les risques calculés, la science. C'est dans ce cadre que l'individu peut s'affirmer et changer son environnement, en accord avec sa propre compréhension du monde. Les actions ne sont plus dictées uniquement par des règles sociales ou mythologiques extérieures, mais par une compréhension intellectuelle qui permet à l'individu de réorganiser le monde de manière plus autonome. Au stade mental, la conscience sociale évolue. L'individu se définit non seulement à travers son ego, mais aussi à travers les valeurs et les principes universels qui émergent. Ambition, réussite, performance, productivité, énergie, rationalité, droits des individus. L'individu perçoit et intègre des valeurs collectives, mais d'une manière plus réfléchie et moins dogmatique que dans les stades précédents. L'individu peut désormais être partie intégrante d'une culture mondiale, où les croyances locales sont intégrées dans une vision globale et inclusive. L'individu reconnaît la diversité des cultures, tout en les intégrant dans une vision plus universelle et rationnelle. La pensée rationnelle qui commence à dominer, favorise la séparation de l'Église et de l'État. La démocratie libérale apparaît, avec ses principes de représentation et de séparation des pouvoirs. L'État moderne, l'économie mondiale, et les structures sociales, sont réorganisées selon des principes rationnels et universalistes. Le mode de production économique est de type industriel. Les structures extérieures deviennent plus fluides, permettant un marché mondial, des échanges interculturels, et une interconnexion globale. L'ordre mondial qui émerge au stade mental favorise une coopération internationale. Au stade mental, l'agence de l'individu se manifeste à travers sa capacité à agir de manière autonome et rationnelle. Cependant, cette agence n'est pas complètement déconnectée de la communion. Bien que l'individu se sépare des mythes collectifs et des structures externes, il est toujours interconnecté avec des valeurs collectives qui ont été intégrées dans une perspective plus universelle. C'est dans cette tension entre individualisme, agence, et interconnexion universelle, communion, que l'individu peut expérimenter une forme de réconciliation entre ses besoins personnels et son appartenance à la communauté mondiale. La transcendance du stade mental vers un stade supérieur, repose sur la capacité à dépasser la logique linéaire et dichotomique, pour intégrer les contradictions dans une vision dialectique. Cela implique une capacité à unifier les opposés, comme individuel versus collectif, rationnel versus émotionnel, au sein d'un tout plus vaste et cohérent. La pensée évolue d'une approche formelle à une vision logique qui peut réconcilier et intégrer des perspectives contradictoires, ouvrant ainsi l'individu à une conscience plus complexe et systémique. La rationalité demeure un outil essentiel,
permettant d'analyser, d'ordonner, et de structurer le réel avec rigueur. Le respect du droit des individus reste fondamental, garantissant les libertés et l'égalité devant la loi. La science conserve son rôle central dans l'exploration du monde, en fournissant des connaissances fiables et vérifiables. De même, la démocratie libérale, avec ses principes de représentation et de séparation des pouvoirs, continue d'assurer un cadre politique équilibré et protecteur. Enfin, le pluralisme est maintenu, permettant la reconnaissance et la coexistence de visions du monde diverses. S'il est vrai qu'il y a quelques centaines d'années nous avons enfin réussi à différencier clairement la biosphère et la noosphère, il est tout aussi vrai que nous n'avons pas encore trouvé le moyen de les intégrer. Au contraire, la nécessaire différenciation de la biosphère et de la noosphère est maintenant clairement entrée dans les premiers stades de la dissociation, et certains écologistes estiment effectivement que la dissociation devient rapidement irréversible. Toute transformation majeure ne se limite pas à résoudre les problèmes du passé. Elle introduit aussi de nouvelles difficultés propres à son niveau d'évolution. Chaque stade de développement social et technologique permet de dépasser les limitations de l'organisation précédente, mais il engendre également des défis inédits, parfois plus complexes et intenses que ceux du passé. Par exemple, le passage d'une société pré-industrielle à une société industrielle a permis de surmonter la rareté des ressources par une production accrue, mais il a aussi entraîné de nouveaux problèmes tels que la pollution, l'exploitation du travail, et les inégalités économiques. De même, le passage à une société de l'information a ouvert l'accès à la connaissance et à la communication instantanée, tout en générant des enjeux inédits, comme la surcharge cognitive, la désinformation, et la fragmentation sociale. Toute transformation du monde devra donc être guidée par trois facteurs interdépendants. D'une part, la nécessité de protéger le patrimoine mondial, une biosphère partagée qui échappe à toute appartenance nationale, tribale, idéologique ou raciale. D'autre part, l'urgence de réguler le système financier mondial, qui dépasse désormais les frontières des États-nations. Enfin, la nécessité de garantir un minimum de paix et de sécurité internationale. Ce sont des crises transnationales qui ont rendu obsolètes les réponses nationales. Tout en reconnaissant l'importance cruciale des enjeux écologiques, économiques et financiers, dans cette transformation de portée mondiale, il ne faut pas oublier que ces derniers reposent fondamentalement sur une transformation parallèle de la conscience humaine. La majorité des hauts sociaux à l'échelle mondiale restent emprisonnés dans des formes de tribalismes archaïques et guerriers, fondés sur le sang, le lignage ethnique ou la construction d'empires mythologiques. On peut encore observer des vestiges du marxisme, qui a été une religion mondiale mythique et rationnelle, ainsi que des fondamentalistes chrétiens et musulmans, qui aspirent à convertir et contraindre le monde entier. On assiste à une forme d'impérialisme national économique, presque une mythologie, des principaux pays développés. Le plus paradoxal réside dans la dissolution de certains des plus grands États modernes et impérialistes, qui se fragmentent en sous-olons tribaux, retombant dans des logiques de lignée de sang, de parenté, et de guerre tribale, à un degré extrême. Il s'agit là d'une retribalisation de larges portions du monde. Le changement à venir se façonne, comme tous les bouleversements passés, dans l'intimité des cœurs et des esprits. Il repose sur l'éveil progressif des individus vers une vision du monde plus intégrale et planétaire. Ces individus, en développant de nouvelles manières de penser et de percevoir la réalité, génèrent un potentiel cognitif inédit. Ce potentiel influence progressivement les normes et les structures des institutions sociales, modifiant ainsi le courant dominant. Avec le temps, une vision du monde autrefois marginale, s'ancre dans des formes institutionnelles durables, contribuant à élever la conscience collective vers un nouvel ordre, plus évolué. Ainsi, toute transformation profonde débute d'abord à l'intérieur des êtres, avant de s'incarner dans la société. La révolution véritable est avant tout intérieure, avant de s'inscrire dans le monde extérieur. Nous venons donc de voir l'évolution historique des sociétés humaines manifestée dans les 4 cadrans. L'intériorité des individus allant de l'instinctif au mental, le comportement de réflexe à autonome, la culture de l'archaïque au scientifique, et la société des clans aux nations. Quelle société pourra incarner une culture holistique favorisant des comportements adaptés chez des individus avec une conscience intégrative ?